vieille folle. C'est ce que j'ai entendu de la bouche de ma propre fille. Le jour où je lui ai dit que j'étais amoureuse de Charles. Imaginez ça. Moi, Geneviève Martin, 72 ans, professeure de lettres à la retraite, veuve respectée d'un petit village de la région d'Auvergne, tombée amoureuse d'un sans-abri qui dormait derrière l'église. Ma famille a failli m'interner dans une maison de retraite. Les voisins changeaient de trottoir pour ne pas me saluer. Ils ont même essayé de me faire passer pour folle. Peut-être que je l'étais. Un peu. Folle d'avoir arrêté de vivre pour les autres. Folle d'avoir cessé de craindre ce que les gens diraient. Folle d'avoir enfin perdu la honte d'être heureuse. Parce que cet après-midi de mai, quand tout le monde criait dans mon salon que j'étais devenue folle, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Charles, debout au portail, avec ce regard triste de quelqu'un qui a tout perdu. Et je me suis dit, si aimer cet homme, c'est de la folie, alors qu'on m'enferme dans une camisole de force, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Bonjour, je m'appelle Geneviève Martin, j'ai 72 ans et je vis à Saint-Julien-sur-Loire, un petit village à 2 heures de Clermont-Ferrand. Tout le monde ici me connaissait comme Madame Martin, la veuve du cher Antoine, celle qui avait enseigné le français pendant 35 ans au collège communal. J'avais une vie que tout le monde appelait normale, vous voyez? Maison à moi, 3 enfants élevés, 4 petits-enfants. Je me levais tôt, allais chercher du pain à la boulangerie de Monsieur Dufour, arrosais mes plantes, regardais le feuilleton de 20h30. J'avais mes amis du club des seniors, rien de bien excitant. Jusqu'au jour où je suis tombée amoureuse d'un homme qui vivait dans la rue. Eh oui, moi, la veuve respectable, je suis tombée amoureuse d'un clochard. Et personne ne m'a pardonné ça. Je me souviens encore de la tête de mes enfants quand ils ont découvert la vérité. Richard, mon aîné, avocat à Lyon, a failli faire une attaque. Martine, ma fille du milieu, assistante de direction, m'a regardée comme si j'étais devenue sénile. Et Julien, mon cadet qui travaille dans l'informatique, ne savait plus où se mettre, tant il avait honte. Ils étaient tous dans mon salon, me fixant comme si j'avais commis un crime. « Tu plaisantes, maman !» hurlait Richard en tournant en rond comme un fou. « Tu as 72 ans. Tu imagines ce que vont penser les voisins et mes collègues du cabinet. Tu veux faire entrer un sans domicile fixe chez toi ?» Mais cette histoire n'a pas commencé avec des cris. Elle a commencé par le silence. Le silence de ma maison après la mort de Toupie, mon petit chien croisé qui avait 15 ans. Je ne me suis jamais plainte de la solitude. Mon mari, Antoine, était mort 8 ans auparavant. Mes enfants vivaient leur vie, me rendaient visite de temps en temps, aux anniversaires, à Noël. Les petits-enfants, eux, ne venaient que quand ils avaient besoin d'argent ou d'un toit pour dormir après une dispute familiale. Seul Michael, mon petit-fils le plus jeune, fils de Richard, passait parfois me voir sans raison, juste pour discuter. Toupie était ma compagne de chaque jour. Quand elle est partie, la maison est devenue bien trop grande pour moi toute seule. C'est un mercredi que tout a changé. J'étais allée à la messe de 7 heures, comme d'habitude. Puis j'étais passée à la boulangerie. J'avais acheté une petite fougasse et j'étais allée m'asseoir sur la petite place en face de l'église, comme je le faisais souvent quand le temps était doux. La place de l'abbé Pierre, c'était le cœur du village. Tout le monde y passait un moment ou un autre dans la journée. Ce matin-là,
J'étais particulièrement triste. Cela faisait 1 semaine que Toupie était morte, et la réalité me tombait dessus. Je me suis assise sur mon banc habituel, sous le grand marronnier, et j'ai ouvert mon journal. Mais je n'arrivais pas à lire, les lettres dansèrent devant mes yeux. Et soudain, j'ai réalisé que je pleurais. Moi, une femme de 72 ans, en train de pleurer toute seule sur un banc public. Quelle honte! J'ai tenté de me reprendre. J'ai essuyé mes larmes avec le petit mouchoir que je garde toujours dans mon sac. Mais c'était comme si une fuite s'était ouverte à l'intérieur de moi. « Vous avez besoin d'aide, madame ?» J'ai sursauté. Je n'avais entendu personne s'approcher. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme debout devant moi. Il devait avoir dans les 65 ans, les cheveux gris, la barbe de quelques jours. Ses vêtements étaient usés, mais propres. Je l'avais déjà aperçu en ville. Un des sans-abri que tout le monde connaissait de vue. Je ne lui avais jamais parlé. Non, non, ce n'est rien. Ai-je répondu, gênée, en rangeant mon mouchoir. Il est resté là, à me regarder, mais sans pitié dans les yeux. C'était plutôt de la compréhension. « Parfois, pleurer fait du bien », a-t-il dit d'une voix calme et polie qui m'a surprise. « Garder tout en soi, ça fait mal. » C'était si inattendu venant de lui que mes larmes se sont arrêtées net. Je ne saurais l'expliquer, mais il y avait quelque chose dans sa manière de parler, dans son regard, qui a éveillé ma curiosité. « Mon chien est mort », ai-je dit, sans trop savoir pourquoi je racontais ça à un inconnu. 15 ans avec moi, il était toute ma compagnie. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait. « C'est dur de perdre un ami », a-t-il dit, sans chercher à poursuivre la conversation. Je ne savais plus quoi dire. De près, il ne ressemblait pas aux autres sans-abri. Il y avait quelque chose dans son maintien, dans son regard. « Vous voulez vous asseoir ?» ai-je proposé, en désignant l'espace vide sur le banc. Il a hésité. « Vous êtes sûr ? Il y a des gens que ça dérange. »« Je ne suis pas des gens, » ai-je répliqué sans réfléchir. « Je suis Geneviève. » Un petit sourire est apparu au coin de ses lèvres. Et moi, c'est Charles. C'est ainsi que j'ai rencontré l'homme qui allait bouleverser ma vie. Ce jour-là, on n'a pas beaucoup parlé. Il s'est assis à l'autre bout du banc, en respectant mon espace. On a parlé du temps, qui était agréable, mais allait bientôt se rafraîchir. Le mois de juin approchait. On a échangé quelques mots sur les fleurs que la mairie avait plantées sur la place, des banalités. Après une vingtaine de minutes, il m'a remercié pour la compagnie et est parti. Je suis rentrée chez moi avec un drôle de sentiment. C'était la première vraie conversation que j'avais eue depuis des semaines. Même si c'était avec un inconnu, un sans-abri, cela m'avait fait du bien. Le lendemain, sans trop y penser, j'ai repris ma routine. J'ai rangé la maison, cuisiné pour moi seule, regardé mon émission de l'après-midi. Et en fin de journée, sans même m'en rendre compte, je suis retournée sur la place. Et il était là, assis au même banc. « Bonjour, Madame Geneviève », a-t-il dit comme si on était de vieux amis. « Bonjour, Monsieur Charles », ai-je répondu en m'asseyant. Et c'est ainsi que tout a commencé. Tous les soirs, après mon café, j'allais sur la place. Et il y était toujours. Petit à petit, nos conversations sont devenues plus longues. C'est au 5e ou 6e jour, je crois, que j'ai découvert que Charles n'était pas un simple sans-abri, comme tout le monde pensait. Il avait été professeur d'université, à Clermont-Ferrand, professeur de littérature française. Il avait enseigné près de 30 ans. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé,
incapable de cacher ma surprise. Il est resté silencieux un moment, regardant le sol. Je pensais qu'il n'allait pas répondre. « J'ai perdu ma femme et mon fils dans un accident de voiture, il y a 12 ans. » a-t-il fini par dire, la voix basse. « C'est moi qui conduisais. J'ai survécu, pas eux. » Après ça, plus rien n'avait de sens pour lui. J'ai ressenti une douleur si vive dans ma poitrine que j'en ai eu le souffle coupé. Une douleur si profonde qu'elle m'a laissé sans voix. « Je comprends. » ai-je murmuré. Et c'était vrai. Pas de la même manière, bien sûr. Mon Antoine était mort d'une crise cardiaque dans son sommeil. Je n'avais pas connu le traumatisme de l'accident. Mais je connaissais le vide, le silence, la solitude qui viennent après. C'était la première fois depuis très longtemps que je sentais une véritable connexion avec quelqu'un. Nos rencontres ont continué. J'ai découvert que Charles touchait une petite retraite, mais qu'il l'utilisait à peine. Il dormait dans un petit local derrière l'église, que le curé lui prêtait en échange de quelques travaux d'entretien. Il ne buvait pas, ne se droguait pas. Il avait simplement renoncé à une vie normale, après la tragédie. « Pourquoi Saint-Julien-sur-Loire » lui ai-je demandé un jour. « Vous êtes de Clermont-Ferrand, non? Vous êtes arrivé ici par hasard ?»« Oui, » a-t-il répondu. Je marchais sans but, en faisant du stop. Et un jour, je suis arrivé ici. Cette ville m'a calmé. Alors je suis resté. Et petit à petit, j'ai commencé à lui apporter des livres à nos rendez-vous. Nous avons découvert que nous aimions les mêmes auteurs. Charles connaissait tant d'histoires, tant de poèmes. Il récitait parfois Aragon ou Prévert par cœur, avec une voix qui ressemblait à une chanson. Les gens ont commencé à remarquer. Bien sûr, dans un petit village comme Saint-Julien-sur-Loire, rien ne passe inaperçu. Je voyais les regards, j'entendais les chuchotements. « Tu as vu Madame Martin? Elle donne des idées aux clochards de la place. Une femme de son âge, franchement. Elle a perdu la tête, non? » Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelqu'un avec qui parler vraiment. Quelqu'un qui me comprenait, qui ne me traitait pas comme une vieille inutile, qui n'était pas là par pitié ou par obligation. C'était un après-midi de juillet, avec ce petit froid sec typique de l'Auvergne, que j'ai compris. On était en train de discuter de la rivière Espérance, et on riait en comparant nos interprétations différentes de certains passages. J'ai levé les yeux vers son visage éclairé par le soleil de fin de journée, et j'ai senti cette chaleur étrange monter en moi. Mon Dieu, j'étais en train de tomber amoureuse du clochard de la place. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis demandé si j'étais devenue folle. Moi, Geneviève Martin, veuve respectable, professeure à la retraite, amoureuse d'un homme sans domicile. Que diraient mes enfants? Que penserait tout le village? Mais je me suis rappelé sa manière de me parler, son respect, son intelligence, sa douceur, la façon dont il m'écoutait comme si chacune de mes paroles avait de l'importance. Et je me suis dit, et si c'était ça? Et si c'était vraiment de l'amour? J'ai 72 ans. Combien de temps me reste-t-il? 10 ans? 15? Si j'ai de la chance? Est-ce que je vais passer ce temps à me soucier de ce que pensent les autres? Le lendemain, je suis retournée sur la place. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait me lâcher. Il était là, sur notre banc habituelle. Quand il m'a vue, il a souri doucement. « J'ai apporté un cadeau », ai-je dit, avant que le courage ne m'abandonne. C'était un recueil de poésie que j'avais choisi dans ma bibliothèque. Il l'a pris, surpris.
Nos doigts se sont effleurés un instant. « Merci, Madame Geneviève. »« Tu peux m'appeler simplement Geneviève. » ai-je murmuré, le visage en feu comme une adolescente. Il m'a regardé à un peu trop longtemps, comme s'il comprenait quelque chose de nouveau sur moi. « Il commence à faire froid, » a-t-il dit au bout d'un moment. « Tu ne devrais pas rester dehors aussi longtemps. »« On pourrait prendre un café. » Les mots sont sortis avant même que je les pense. « Chez moi, demain, si tu veux. » Le silence qui a suivi m'a semblé durer une éternité. J'ai vu dans ses yeux la surprise, l'hésitation, peut-être un peu de peur. Puis il a souri, un sourire différent, sincère, qui allait jusqu'à ses yeux. J'adorerais, Geneviève. Et c'est comme ça que tout a vraiment commencé. Le clochard de la place est venu boire un café chez la professeure retraitée. On parlait de livres, de la vie, de ces rêves qu'on avait eus un jour et qui s'étaient perdus en chemin. Il ne s'est rien passé ce jour-là, ni les suivants. On ne faisait que discuter. Il venait 3 fois par semaine, toujours après 16 heures. On s'asseyait à l'arrière de la maison, sur la petite terrasse que personne ne voyait depuis la rue. Je ne cachais rien. Je ne voulais juste pas donner de raison à jaser. Pas tout de suite. Ce n'est qu'après presque un mois que je lui ai pris la main pour la première fois. On était assis côte à côte, à regarder le coucher de soleil sur le jardin. Il me parlait d'un voyage qu'il avait fait au Portugal bien avant la tragédie. Et sans réfléchir, j'ai posé ma main sur la sienne. Charles s'est tu immédiatement. Il a regardé ma main, puis mes yeux. « Geneviève » a-t-il dit d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'est glacé. « Voilà, il va me repousser. Il va dire que je suis une vieille folle. »« Je n'ai rien à t'offrir. » a-t-il continué. « Je suis un homme brisé. Un professeur ruiné qui a renoncé à la vie depuis longtemps. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je ne veux rien de mieux, Charles. C'est toi que je veux, tel que tu es. C'était notre premier baiser. Un baiser de 72 ans avec 65. Un baiser qui avait le goût du café, des fins d'après-midi et des dimanches. Un goût de deuxième chance. Je ne vais pas mentir, c'était un peu maladroit. Cela faisait si longtemps que je n'avais embrassé personne, depuis Antoine. Mais c'était comme si quelque chose d'endormi en moi se réveillait enfin. Charles a commencé à venir tous les jours. Il m'aidait dans le jardin, réparait des petites choses dans la maison, cuisinait parfois. On pouvait passer des heures à parler, ou simplement à lire côte à côte, dans un silence paisible. Une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Tout le village en parlait, évidemment. Mon amie Solange, du club des aînés, est venue m'avertir. « On te voit souvent avec ce type de la rue. » J'ai fait semblant d'être surprise. « Lui? Mais il n'est pas de la rue, Solange. C'est un professeur à la retraite. » Elle ne m'a pas cru, bien sûr. Mais elle n'a pas insisté. Je savais que l'histoire finirait par arriver jusqu'aux oreilles de mes enfants. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi rapide, ni aussi violent. C'est ma voisine, Claudine, une vraie commère, qui a tout raconté à Martine, ma fille. Elle lui a téléphoné pour lui dire qu'elle était inquiète parce que je recevais un sans-abri chez moi tous les jours. Le dimanche suivant, ils étaient tous là. Richard, Martine et Julien. 3 visages fermés. Pas un bonjour, pas un sourire. « Il faut qu'on parle !» a dit Richard en entrant sans même attendre que je les invite. Et c'est là que l'orage a éclaté. Ils sont entrés comme des agents de contrôle sanitaire,
comme si ma maison était une zone de danger. Richard s'est assis dans le canapé comme chez lui. Martine et Julien sont restés debout, me fixant comme si j'étais une criminelle. Même pas un mot gentil. J'ai proposé du café, un gâteau à la semoule, pour garder un semblant de politesse. Mais Richard est allé droit au but. « C'est vrai que tu fais entrer un clochard ici ?» C'est ce mot qu'il a utilisé. Clochard. J'ai senti mon visage s'enflammer. J'ai expliqué, du mieux que je pouvais, que Charles n'était pas un clochard, qu'il avait été professeur de littérature à l'université de Clermont-Ferrand pendant 30 ans, qu'il vivait simplement et venait me rendre visite comme ami, et que je n'avais de compte à rendre à personne. J'ai 72 ans, je suis majeure, vaccinée et instruite. Richard a failli s'étrangler. Julien, resté silencieux jusqu'ici, a laissé échapper un petit rire nerveux. Martine s'est approchée de moi, a pris ma main comme si j'étais une enfant et a commencé à parler de ma réputation, de ce que les gens disaient, de toutes ces années que j'étais en train de jeter à la poubelle. Je n'ai pas pu me retenir. Ma réputation? À quoi elle me sert, ma réputation? Je peux la mettre dans ma soupe? Elle me tient chaud l'hiver? Elle me parle quand je suis seule? Ils se sont regardés, choqués. Jamais ils ne m'avaient entendu parler ainsi. Richard m'a dit que je ne m'étais jamais plainte de solitude, comme s'il m'avait prise en flagrant délit de mensonge. J'ai craqué. Je leur ai dit que je ne me plaignais pas parce que ça ne servait à rien. Ils n'étaient là qu'à Noël ou aux anniversaires. Et encore. À quoi bon me plaindre si la réponse était toujours « c'est normal pour une vieille ». Julien s'est défendu. Il disait qu'il travaillait, qu'il vivait loin, qu'il avait ses responsabilités. Martine a parlé de ses enfants. J'ai alors demandé « et ma vie? À moi? J'ai pas droit à une vie, juste parce que je suis vieille? Je suis censée moisir dans ma maison en attendant que vous vous souveniez que j'existe ?» C'était comme si je leur avais jeté un seau d'eau glacée au visage. Martine a essayé d'adoucir le ton. Elle disait qu'ils étaient juste inquiets, qu'ils ne connaissaient pas Charles, qu'il pouvait être dangereux, qu'il pouvait s'intéresser à mon argent. J'ai éclaté de rire. Charles, dangereux? Un homme qui n'arrive même plus à ouvrir un bocal d'olive à cause de son arthrose? Et quel argent! Ma petite retraite de professeur qui ne suffit même pas pour finir le mois? C'est là que Richard a révélé la vraie raison de son inquiétude. La maison. Ma maison. Selon Richard, elle vaudrait une belle somme aujourd'hui. Voilà donc le vrai problème, l'héritage. La peur que je la lègue à Charles au lieu d'eux. Julien a protesté, disant que j'étais injuste, mais sans grande conviction. Je leur ai rappelé que j'avais passé 8 ans seule depuis la mort d'Antoine, à les voir de temps en temps. Et maintenant que j'avais trouvé quelqu'un qui me tenait compagnie, qui m'écoutait, qui se souciait vraiment de moi, il débarquait avec cette histoire. Et c'est moi qui étais injuste? Richard a changé de stratégie. Il a baissé d'un ton, essayant de paraître plus compréhensif. Il disait qu'il voulait seulement me protéger, que ce n'était pas normal qu'une dame de 72 ans s'implique soudainement avec un sans-abri. Je n'ai pas supporté qu'il parle ainsi de Charles. Je lui ai crié de ne pas dire ça, qu'il ne connaissait même pas Charles. J'ai expliqué la tragédie qu'il avait traversée, la perte de sa femme et de son fils, la dépression profonde dans laquelle il était tombé. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Martine a alors regardé ses frères avec ce regard qui disait « Je vous l'avais dit ». Puis elle a affirmé,
que Charles avait sûrement inventé cette histoire triste pour me manipuler. Ce fut la goutte de trop. Je me suis levée du canapé, tremblante de colère. Je leur ai rappelé que je les avais élevés seuls quand leur père était mort, que je leur avais payé les études avec mon salaire de professeur, que je ne leur avais jamais rien refusé. Et maintenant, ils croyaient pouvoir entrer chez moi et décider avec qui j'avais le droit d'avoir une relation. Un lourd silence s'est installé. Aucun des trois ne savait quoi dire. Ils ne m'avaient jamais vu comme ça. Richard, d'une voix faible, m'a demandé si j'étais en couple avec Charles. J'ai répondu que oui, que nous étions ensemble. 2 adultes consentants. C'était comme lancer une bombe au milieu du salon. Martine a commencé à pleurer. Julien s'est passé la main dans les cheveux, sans savoir où se mettre. Richard est devenu rouge comme une tomate et s'est mis à hurler. « Tu imagines ce que vont dire les voisins et mes collègues? Tu accueilles un sans-abri chez toi ?» C'est à ce moment-là que nous avons entendu la voix de Charles, venant de la porte de la cuisine. « Vous avez de la visite ?» Nous nous sommes tous retournés, surpris. Personne ne l'avait entendu entrer par le jardin, comme il le faisait souvent. Et là, il était, mon Charles. Cheveux gris soigneusement coiffés, barbe bien taillée, portant la chemise bleue que je lui avais offerte. Il ne ressemblait en rien à un clochard, comme il disait. Il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un professeur, un homme cultivé, un homme digne que la vie avait brisé. Charles s'est excusé d'interrompre. Il a dit que ce n'était pas son intention, mais qu'il avait entendu les cris depuis la rue. Richard a fait un pas vers lui, comme s'il voulait le chasser. Il a dit qu'il n'avait aucun droit d'entrer ainsi. J'ai répondu qu'il en avait parfaitement le droit, que je lui avais donné la clé du portail. C'était ma maison. C'est moi qui décidais qui y entrait ou non. J'ai pris la main de Charles. J'ai entrelacé mes doigts aux siens. Il a serré doucement, me donnant de la force. Je l'ai présenté officiellement à mes enfants. Il s'appelle Charles Meunier. Il a été professeur de littérature française à l'université de Clermont-Ferrand pendant 30 ans. Il a écrit 2 livres. Il a perdu sa femme et son fils dans un accident. Et c'est l'homme que j'aime. Leurs réactions furent exactement ce à quoi je m'attendais. Martine s'est laissée tomber sur le canapé, comme si ses jambes ne la portaient qu'au plus. Julien regardait Charles, comme s'il voyait un extraterrestre. Richard, lui, restait debout, aussi tendu qu'une corde prête à casser. Charles les a salués, avec une politesse qui contrastait avec toute l'hostilité ambiante. Il a dit qu'il était heureux de les rencontrer, que je parlais beaucoup d'eux avec tendresse. Aucun des 3 n'a répondu. Le silence était pesant. Charles a proposé de repasser plus tard, mais je l'en ai empêché. Ils n'avaient pas à partir. C'était à eux d'accepter. Martine a commencé à geindre, à dire ce que ses amis allaient penser, ce que ses enfants allaient dire. J'ai répondu qu'ils étaient plus préoccupés par le regard des autres que par mon bonheur. Je ne m'étais jamais mêlée de leur vie, jamais dit à qui ils devaient se marier ou non. Pourquoi pensaient-ils avoir ce droit sur la mienne? Richard a insisté que c'était différent, parce que j'étais... Il n'a pas fini sa phrase, alors je l'ai fait pour lui. Vieille? C'est ça? Et les vieux n'ont pas droit à l'amour, à une présence, à un peu de bonheur. Charles a alors suggéré qu'il parte, car je m'énervais, et que ce n'était pas bon pour ma tension. Les 3 l'ont fusillé du regard, comme s'ils n'avaient pas le droit d'intervenir.
Richard a grogné entre ses dents. « Ce n'est pas toi qui commandes ici. Et toi non plus, même si tu es mon fils. » ai-je répliqué. Charles avait raison. Il valait mieux qu'il s'en aille. Quand il serait plus calme, on pourrait reparler. Mais ils ne voulaient pas partir. Ils ont continué à insister, à essayer de me convaincre que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Mais j'étais épuisée, fatiguée de me justifier, fatiguée d'expliquer. Ils ont fini par partir, furieux, vaincus. Quand la porte s'est refermée, je me suis effondrée sur le canapé et j'ai pleuré. Charles s'est assis à côté de moi, m'a entourée de son bras et m'a laissé pleurer jusqu'à la dernière larme. Il m'a dit qu'il finirait par comprendre. Je n'en étais pas si sûre. Ils étaient tellement... Je n'ai même pas réussi à finir ma phrase. Charles m'a rappelé qu'ils étaient mes enfants, qu'ils pensaient me protéger. Mais il ne voyait pas que je n'avais pas besoin de protection. J'avais besoin de respect. Ce fut un après-midi difficile. Une fois calmé, Charles m'a préparé une infusion. On s'est assis sur la terrasse, à regarder le jardin. J'avais le cœur lourd. Il m'a suggéré qu'on prenne un peu de recul, le temps que tout se calme. Je l'ai regardé, choqué. « Tu veux rompre ?» Il a dit que jamais il ne ferait ça, qu'il ne voulait simplement pas être la cause d'un conflit entre moi et mes enfants. « La famille, c'est important, » a-t-il dit. « Toi aussi, tu es important, » ai-je répondu, et je ne renoncerai pas à mon bonheur pour satisfaire leurs préjugés. Il m'a regardé, avec ses yeux bruns, si profonds qu'on aurait dit qu'il lisait mon âme. Il m'a demandé si j'étais vraiment sûre, que ce ne serait pas facile, que tout le village allait en parler, que mes amis, mes voisins... J'ai haussé les épaules. Qu'il parle. Combien de temps me reste-t-il? 10 ans? 15? Tu crois que je vais les passer toutes seules juste pour leur faire plaisir? Il a souri. Et dans ce sourire, j'ai vu tout l'amour qu'il avait pour moi. C'est ce soir-là qu'il m'a dit pour la première fois « Je t'aime, Geneviève ». Et moi, je lui ai répondu que je l'aimais aussi. Ce fut la première nuit, en 8 ans, que je n'ai pas dormi seule. Charles est resté avec moi. C'était étrange au début de partager un lit à nouveau, mais en même temps, cela paraissait si naturel. Allongés dans le noir, main dans la main, on a parlé jusqu'à tard, comme 2 adolescents. Je lui ai demandé pourquoi moi, pourquoi une vieille de 72 ans, alors qu'il pourrait avoir n'importe quelle femme. Il a mis du temps à répondre. Quand j'ai perdu Marie et Pierre dans l'accident, j'ai cru que je ne ressentirais plus jamais rien. J'étais mort à l'intérieur. Je ne voulais plus vivre, mais je n'avais pas le courage de me tuer non plus. Alors j'ai juste existé, sans vivre, jusqu'au jour où je t'ai vu pleurer sur ce banc. Cette douleur que j'ai vue en toi, je la connaissais. Et quand tu m'as parlé de ton chien, de ta solitude, j'ai reconnu quelque chose. Il a dit qu'ensuite, il attendait chacun de nos rendez-vous, qu'il comptait les heures et qu'il s'était senti vivant pour la première fois en 12 ans. Je l'avais ramené à la vie. Comment n'aurait-il pas pu m'aimer? On s'est endormis dans les bras l'un de l'autre. C'était la meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis des années. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était Michael, mon petit-fils. À sa voix, j'ai compris qu'il savait tout. Il avait appelé en cachette de son père. Richard était furieux. Il parlait de me faire interdire. J'ai paniqué. M'interdire? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Michael a expliqué. Mon propre fils voulait me faire déclarer incapable. Il voulait obtenir une tutelle, devenir mon responsable légal, et ainsi prendre le contrôle de mes affaires, de ma retraite, de ma maison. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Richard, serait-il vraiment capable de ça? Me faire déclarer inapte simplement parce qu'il n'acceptait pas ma relation avec Charles? J'ai remercié Michael pour l'avertissement. Ce garçon a bon cœur. Avant de raccrocher, il m'a demandé si c'était vrai, si je sortais vraiment avec un sans-abri. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai expliqué que Charles n'était pas un sans-abri. Il avait une petite retraite, il avait simplement choisi de vivre simplement après avoir perdu sa famille. Je lui ai raconté un peu son histoire, combien il était cultivé, gentil. Michael a écouté en silence. Finalement, il m'a dit « Si tu es heureuse, alors je suis heureux pour toi. » Quel soulagement! Au moins, quelqu'un dans cette famille avait encore du bon sens. Quand j'ai raconté à Charles la menace d'une mise sous tutelle, il s'est montré très inquiet. Il a même suggéré de s'éloigner un moment pour ne pas me causer de problème. Mais j'ai refusé net. Je n'avais rien fait de mal. Je ne comptais pas me cacher. Cet après-midi-là, nous sommes allés ensemble au greffe municipal. J'ai parlé avec Maître Paul, le notaire du village que je connaissais depuis mon arrivée à Saint-Julien-sur-Loire. Je lui ai tout expliqué et je lui ai demandé quels étaient à mes droits. Il m'a rassurée. C'était très difficile d'obtenir une mise sous tutelle sans raison médicale sérieuse. Être amoureuse ne prouvait pas qu'on avait perdu l'esprit. Ça m'a calmée un peu, mais tout de même, j'ai préféré agir. J'ai rédigé un testament vivant, affirmant que j'étais en pleine possession de mes facultés mentales. Et j'ai fait une procuration à Charles, pour qu'il puisse prendre des décisions en mon nom, si jamais il m'arrivait quelque chose. Maître Paul a longuement parlé avec moi, a vérifié mes papiers, m'a posé des questions et a certifié que j'étais parfaitement lucide. Je suis sortie du greffe la tête haute, main dans la main avec Charles. En passant devant l'épicerie de Monsieur Joachim, ce dernier nous a salués avec un sourire gêné. Ses yeux brillaient de curiosité, peut-être même de jugement. Je n'ai pas relevé. Je lui ai rendu son salut et j'ai présenté Charles comme mon compagnon. La tête de Monsieur Joachim valait tout l'or du monde. Les jours suivants, tout le village en parlait. Les gens chuchotaient sur mon passage, certains détournaient le regard, d'autres me fixaient avec curiosité. Mon amie Solange m'a appelée, bouleversée, me disant qu'elle avait entendu des choses horribles. Je lui ai demandé « Quelles choses ?» Elle a dit qu'on racontait que j'avais une liaison avec un sans domicile fixe, qu'il vivait chez moi, qu'il allait mettre la main sur tous mes biens. Je lui ai répondu calmement que Charles n'était pas un SDF, qu'il était professeur retraité, que oui, nous étions ensemble, et non, il ne voulait rien de ce que j'avais. En fait, il avait sa propre retraite, qu'il utilisait à peine. Solange est restée silencieuse un moment, puis m'a demandé si elle pouvait le rencontrer. Je l'ai invitée à prendre un café le lendemain après-midi. Et ce fut le début du changement. Solange a rencontré Charles et a été charmée. Il lui a parlé de littérature, lui a récité des poèmes, raconté des anecdotes de sa vie d'enseignant. Elle est repartie conquise. La semaine suivante, elle est revenue avec Lydie et Colette, d'autres amies du club des aînés. Toutes ont été impressionnées par l'éducation et la finesse de Charles. Peu à peu, les ragots malveillants ont laissé place à une vraie curiosité. Les gens voulaient connaître ce professeur
qui avait conquis le cœur de Madame Geneviève. Charles a recommencé à venir avec moi sur la place du village, bien habillé, avec les vêtements qu'on avait achetés ensemble. On s'asseyait sur notre banc habituel, on parlait pendant des heures, main dans la main. Au début, les passants nous regardaient avec étonnement, puis ils ont commencé à nous saluer. Et finalement, certains s'arrêtaient même pour discuter. Le père Jean, qui avait toujours permis à Charles de dormir dans la petite chambre derrière l'église, fut l'un des premiers à nous soutenir ouvertement. Un dimanche, après la messe, alors que Charles m'accompagnait pour la première fois, il est venu nous saluer devant tout le monde. Il a dit « Que Dieu bénisse l'amour sous toutes ses formes, à tous les âges. » Ça a fermé bien des bouches. Après tout, qui oserait contredire le curé? Surtout à Saint-Julien-sur-Loire, où l'Église a encore tant de poids. Mes enfants, cependant, restaient inflexibles. Richard n'a pas abandonné son idée de me faire interdire. Il a consulté 2 avocats. Tous 2 lui ont dit la même chose. Impossible sans preuve concrète de démence. Aimer quelqu'un, ce n'est pas être folle. Martine a opté pour le froid. Elle a arrêté de répondre à mes appels, ne m'a pas invitée à l'anniversaire de son fils. Faisait comme si je n'existais plus. Ça m'a fait mal, bien sûr. Mais je n'allais pas sacrifier mon bonheur pour qui que ce soit. Julien restait sur la réserve. Il ne me soutenait pas ouvertement, mais ne me critiquait pas non plus. Il appelait de temps à autre, demandait comment j'allais, mais évitait soigneusement de parler de Charles. C'était comme s'il attendait de voir comment les choses allaient tourner. Michael, mon cher petit-fils, était le seul à être entièrement de mon côté. Il venait me voir dès qu'il le pouvait, en cachette de son père. Il s'est lié d'amitié avec Charles, et tous 2 discutaient de littérature pendant des heures. Charles l'a même aidé pour un exposé universitaire sur Maupassant. Le garçon était impressionné par sa culture. 3 mois ont passé ainsi. Charles vivait quasiment avec moi, mais il gardait toujours sa chambre derrière l'église. Il disait qu'il était important, que chacun ait son espace. Je savais qu'au fond, il se sentait encore fragile, comme s'il craignait que je change d'avis. Mais tout a changé un dimanche après-midi. On revenait de la messe, main dans la main, et soudain, Charles s'est senti mal dans la rue. Il a commencé à transpirer, est devenu pâle et s'est effondré sur le trottoir. J'ai crié au secours, affolé. Monsieur Norbert, le pharmacien, est sorti en courant et nous a aidés à le faire entrer dans la pharmacie. Sa tension était très élevée. Quelqu'un a appelé une ambulance. Mais dans un village comme Saint-Julien, cela peut prendre des heures. Le docteur René, médecin à la retraite, habitait juste à côté. En entendant l'agitation, il est venu. Il a examiné Charles sur place et a dit qu'il fallait l'emmener à l'hôpital tout de suite. Il suspectait un début d'infarctus. Le trajet jusqu'à l'hôpital de Brioude m'a paru interminable. Charles était conscient, mais il avait mal à la poitrine et peinait à respirer. Je lui ai tenu la main tout le long, dans la voiture du docteur René, en priant tout bas. À notre arrivée, une équipe nous attendait déjà aux urgences. Ils ont emmené Charles et m'ont fait patienter dans la salle d'attente. Les heures suivantes, on y est une torture. Assise sur cette chaise en plastique, à fixer les murs blancs, je me suis sentie vieille, impuissante et terrifiée. Et si je le perdais maintenant? Après toutes ces années seule, après avoir enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait, qui me faisait du bien,
Une infirmière m'a apporté un verre d'eau, m'a demandé si je voulais appeler quelqu'un de la famille. La famille? Mes enfants ne répondaient même plus à mes appels. Qui appelait? J'ai pris le téléphone, celui que Michael m'avait appris à utiliser, et j'ai appelé le seul numéro qui me venait à l'esprit. Le sien. Michael est arrivé en moins de 30 minutes. Il a couru jusqu'à la salle d'attente, m'a prise dans ses bras et a demandé comment allait Charles. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je lui ai dit que les médecins ne m'avaient encore rien dit. Il s'est assis à côté de moi, a pris ma main. À ce moment-là, j'ai su qu'importe le reste de la famille, ce garçon-là était un cadeau du ciel. La nuit commençait à tomber quand le médecin est enfin arrivé. Mon cœur s'est serré à la vue de son visage sérieux. Il s'est présenté comme Dr Morris, cardiologue. Il m'a expliqué que Charles avait bien fait un infarctus, mais qu'ils avaient réussi à le stabiliser. Il était désormais en soins intensifs, sous sédation, et devait rester en observation plusieurs jours. « Vous êtes de la famille ?» m'a-t-il demandé. J'ai hésité une seconde. Qu'étais-je pour Charles? Petite amie, compagne, amante? Je suis sa femme, ai-je dit sans réfléchir. À côté de moi, Michael a souri. Le médecin a hoché la tête, sans poser de questions. Il m'a expliqué que la situation restait délicate. Charles aurait besoin de soins réguliers, de médicaments, de suivi médical. Il m'a demandé s'il avait une mutuelle. J'ai expliqué que non, mais que je paierais tout ce qu'il fallait. Le docteur Morris m'a regardé, avec une expression mêlée de compassion et d'inquiétude. Il m'a dit que le traitement serait long et coûteux. J'ai répondu que cela m'était égal, que je vendrais ma maison s'il le fallait. Michael m'a serré la main, comme pour me dire qu'il approuvait ma décision. Je n'ai pu voir Charles que brièvement ce soir-là. 5 minutes en soins intensifs, pas une de plus. Il était relié à tout un tas de machines, mais dormait paisiblement. J'ai caressé ses cheveux gris et lui ai promis que tout irait bien. Je suis rentrée chez moi épuisée, mais incapable de dormir. Je pensais à tout ce qui s'était passé. Comme la vie peut basculer en un claquement de doigts. Michael a insisté pour rester avec moi. Il m'a préparé une tisane, m'a forcé à manger un peu et m'a promis qu'il m'emmènerait tôt le lendemain à l'hôpital. Dans la nuit, mon téléphone a sonné. C'était Martine. Michael avait dû prévenir ses parents pour l'infarctus de Charles. J'ai cru qu'elle appelait inquiète, qu'elle avait enfin compris combien Charles comptait pour moi. Erreur. Maman, tu dois réfléchir clairement, a-t-elle dit sans même demander comment j'allais. Cet homme va avoir besoin de soins coûteux. Tu ne peux pas gaspiller tes économies pour lui. J'ai répondu que j'étais une femme adulte, que je savais parfaitement ce que je faisais, que cet argent était à moi et que rien ne comptait plus pour moi à cet instant que la santé de Charles. Tu ne le connais même pas vraiment, a-t-elle insisté. Et s'il avait une autre famille quelque part? Des enfants? Une autre femme? Tu pourrais être manipulé depuis le début. C'en est trop. Je lui ai dit que si elle n'avait rien de bienveillant ou d'utile à dire, mieux valait qu'elle ne dise rien. Et j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'étais de retour à l'hôpital. Charles avait passé une nuit stable, mais il était toujours en réanimation. Le médecin m'a expliqué qu'il aurait besoin d'une angioplastie pour déboucher ses artères. Une fois de plus, il a parlé du coût. Et une fois de plus, j'ai dit que je paierais. J'ai passé la journée à l'hôpital. Michael est resté avec moi jusqu'à midi,
Puis il est parti à la faculté. Il m'a promis de revenir le lendemain. J'ai passé l'après-midi seule, à prier, à penser, à calculer mentalement mes économies, à réfléchir à ce que je pourrais vendre si besoin. En fin de journée, la dernière personne que j'attendais est entrée dans la salle d'attente. Richard, mon fils aîné, celui qui voulait me faire mettre sous tutelle. Il était là. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il venait faire la paix, me soutenir dans ce moment difficile. Mais dès que j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas ça. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il dit en s'asseyant près de moi. « J'ai appris que tu veux payer les soins de cet homme. » J'ai hoché la tête. Je n'avais pas la force de discuter. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-il continué. « C'est l'argent de ta retraite. De la vente du terrain de papa. Tu vas en avoir besoin pour toi. Richard, je ne discuterai pas avec toi. Charles a besoin de ce traitement et je vais le financer. » Il a inspiré profondément, visiblement pour se retenir d'exploser. « Maman, je suis avocat. Je sais comment ça fonctionne. Tu n'as aucune obligation envers cet homme. Il a sa propre retraite, non? Qu'il utilise son argent. » Ce n'est pas suffisant. Ai-je expliqué? Il aura besoin de soins continus, de médicaments coûteux. Je ne peux pas l'abandonner. « Pourquoi pas ?» a-t-il lâché avec une froideur qui m'a glacée. « Ce n'est pas ton mari, légalement parlant. Tu n'as aucune responsabilité. » Je l'ai regardé dans les yeux. Mon propre fils, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour. Et je ne reconnaissais plus l'homme en face de moi. Il est l'homme que j'aime, Richard. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Richard a secoué la tête, comme si je n'étais qu'une enfant capricieuse. L'amour? Maman, tu as 72 ans. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la solitude. Tu t'es attaché au premier venu, qui t'a donné un peu d'attention. Ces mots m'ont blessée plus qu'une gifle. Mon propre fils, réduisant mes sentiments à un simple manque d'affection. Je n'ai rien répondu. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis sortie de la pièce. Richard m'a suivie, continuant à parler, disant que j'étais irrationnelle, qu'il ne pouvait pas me laisser jeter mon argent par les fenêtres. Je ne l'ai pas écouté. Le lendemain, Charles a été transféré en chambre. Il était conscient, mais faible. Quand je suis entrée, il a souri. Même pâle, avec tous ses tuyaux. C'était le plus beau sourire du monde. « Désolé pour le dérangement », a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Quel dérangement ! Tu m'as juste fait une belle frayeur. » Ai-je répondu en lui prenant la main. Nous avons peu parlé. Je lui ai expliqué que l'opération aurait lieu dans 2 jours. Il s'est inquiété des frais, mais je l'ai rassuré. Je n'ai rien dit de la dispute avec Richard, ni des doutes de Martine. Il avait déjà bien assez de soucis. Les jours suivants, l'hôpital est devenu ma seconde maison. J'y passais mes journées, ne rentrant que pour me doucher et changer de vêtements. Michael passait dès qu'il le pouvait, apportant des livres, des journaux, parfois un petit gâteau adapté au régime de Charles. Aucun de mes autres enfants n'est venu. Le jour de l'opération est arrivé. Je suis restée dans la chapelle de l'hôpital pendant toute la durée de l'intervention, priant comme je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai supplié Dieu de ne pas m'enlever Charles maintenant, de nous accorder encore du temps. J'ai promis que, s'il s'en sortait, nous nous marierions à l'église, robe blanche et tout. L'opération a été un succès. Quand le médecin est venu m'annoncer la bonne nouvelle, j'ai fondu en larmes.
Charles devrait rester quelques jours de plus à l'hôpital, puis suivre une longue convalescence à la maison. Mais le pire était derrière nous. C'est alors que j'ai reçu une autre visite, inattendue. Julien, mon plus jeune fils, est venu à l'hôpital. Contrairement à Richard, il est arrivé seul, sans tapage. Il avait l'air embarrassé, comme s'il ne savait pas trop quoi dire. « Comment va-t-il » a-t-il demandé en regardant la porte de la chambre où Charles se reposait. « Il va mieux. L'opération s'est bien passée. » Il a hoché la tête, mal à l'aise. « Maman, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas si cette relation est raisonnable, si ça peut marcher. Mais j'ai vu combien tu étais inquiète, combien tu t'es battue pour lui. Et je me suis dit, si c'est de l'amour, qui suis-je pour juger ?» Je n'ai rien pu répondre. Je l'ai simplement serré dans mes bras en pleurant. Il n'était pas totalement convaincu. Il avait encore des doutes, mais il acceptait de respecter mon choix. Et c'était plus que ce que j'aurais espéré. « Tu veux le rencontrer ?» ai-je proposé. « Il dort, mais on peut entrer quelques instants. » Julien a hésité, puis a accepté. Nous sommes entrés doucement dans la chambre. Charles dormait paisiblement, sa barbe pas rasée, le visage pâle. Julien l'a regardé longuement. « Il a l'air normal », a-t-il murmuré presque surpris. « Tu t'attendais à quoi? Des cornes et une queue ?» ai-je plaisanté à voix basse. Julien a esquissé un sourire gêné. Nous sommes restés encore quelques minutes, puis avons quitté la chambre. « Martine et Richard sont furieux », m'a-t-il dit dans le couloir. « Ils pensent que tu es manipulée, que tu vas dépenser tout ton argent pour cet homme. Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» lui ai-je demandé. Il m'a regardé. « Je pense que tu es adulte et que tu sais ce que tu fais. Si cet homme te rend heureuse, alors qu'il soit là. » Ce n'était pas une bénédiction, mais c'était un début. Julien m'est reparti en promettant de revenir, quand Charles serait réveillé. Je ne sais pas s'il tiendra promesse, mais le simple fait qu'il soit venu comptait déjà énormément. Charles est resté 2 semaines à l'hôpital. Quand il a enfin été autorisé à sortir, une question s'est imposée. Où allait-il aller? La petite chambre derrière l'église n'était pas adaptée pour un convalescent après un infarctus. Il aurait besoin de soins constants, d'un lit confortable, d'une bonne alimentation. « Tu viens à la maison, bien sûr », lui ai-je dit sans hésiter. « J'ai tout préparé. » Et c'était vrai. Avec l'aide de Michael et de manière surprenante de Julien, j'avais transformé l'ancien bureau d'Antoine en chambre pour Charles. Nous avons acheté un lit médicalisé, préparé tout ce dont Charles pouvait avoir besoin. Il a tenté de protester, disant que ce serait trop de travail, qu'il pouvait se débrouiller seul, qu'il ne voulait pas être un fardeau. Je n'ai rien voulu entendre. Je l'ai installé dans le taxi et je l'ai ramené à la maison. La convalescence a été lente. Les premières semaines, Charles dormait presque tout le temps. Je m'occupais de lui, comme une infirmière dévouée. Je lui donnais ses médicaments à l'heure, préparais des repas équilibrés, l'aidais à se laver quand il était trop faible. Michael venait tous les jours après la fac, m'aidait comme il pouvait. Parfois, il amenait un ami ou 2, des jeunes qui respectaient Charles, qui s'intéressaient à ses histoires sur la littérature, ses souvenirs de professeur. Julien a aussi tenu sa promesse. Il est revenu pour faire vraiment connaissance avec Charles. Au début, leur conversation était tendue, formelle. Mais petit à petit, ils se sont détendus. Un soir, je les ai surpris en train de débattre, passionnés, de football.
Julien est pour l'OM, Charles pour le PSG. Cette rivalité a servi de pont entre eux. Martine gardait ses distances. Elle appelait parfois pour prendre de mes nouvelles, mais ne demandait jamais comment allait Charles. C'était déjà un progrès. Au moins, elle ne m'ignorait plus complètement. Richard était le plus dur. Il n'est jamais revenu à l'hôpital, ni passé à la maison. J'ai appris par Michael qu'il était convaincu que Charles était un manipulateur, qu'il allait vider mes économies jusqu'au dernier centime. Un jour, j'ai reçu une lettre officielle d'un cabinet d'avocats. C'était une notification. Richard essayait vraiment d'ouvrir une procédure de mise sous tutelle contre moi. Il affirmait que je n'étais plus capable de gérer mes biens et que j'étais influencée par un inconnu. J'ai montré la lettre à Charles. Il était bouleversé. Encore une fois, il a proposé de partir. Il ne voulait pas être la cause d'un tel conflit dans ma famille. Encore une fois, j'ai refusé. J'ai dit que je me battrais pour notre droit à rester ensemble. J'ai consulté Maître Pauline, la notaire de la ville, celle qui m'avait déjà aidée. Elle m'a recommandé une avocate, Maître Amanda, jeune mais très compétente. Elle a analysé la notification et m'a rassurée. Pour obtenir une mise sous tutelle, Richard devrait prouver que j'étais vraiment incapable. Il lui faudrait des expertises médicales, des témoignages solides. Et elle était certaine qu'il n'arriverait à rien. « Vous êtes parfaitement lucide », m'a-t-elle dit après plus d'1 heure d'entretien. « Vous savez exactement ce que vous faites. Prendre soin de quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas de la folie. C'est tout le contraire. » Nous avons pris rendez-vous avec un gériatre et un psychiatre pour obtenir des certificats prouvant ma santé mentale. Les deux m'ont examiné en détail et ont confirmé que j'étais parfaitement en possession de mes facultés. Ces documents seraient nos armes contre le procès de Richard. Pendant ce temps, Charles allait mieux. 1 mois plus tard, il marchait dans la maison, m'aidait avec de petites tâches. Il s'était remis à lire beaucoup et à écrire un peu. J'ai découvert qu'avant la tragédie, il écrivait un livre sur Jean Giono. Il reprenait doucement ce projet. C'est à cette époque que j'ai pris une décision. Si Richard voulait une guerre, il l'aurait, mais à ma manière. J'ai appelé mes 3 enfants et je les ai invités à déjeuner à la maison. Je leur ai dit que c'était important, que nous devions parler en famille. À ma grande surprise, ils ont tous accepté, même Richard. Peut-être était-il curieux. Peut-être pensait-il que j'avais enfin retrouvé la raison. Peu importe, j'avais un plan. Le dimanche venu, j'ai préparé des spaghettis à la bolognaise, leur plat préféré depuis l'enfance. Julien est arrivé le premier, avec une bouteille de vin. Martine est venue avec son mari, sans les enfants. Richard est arrivé en dernier, sérieux, raide comme s'il allait à une audience. Charles est resté dans la chambre pendant le repas. C'était prévu. Je voulais d'abord parler seul avec mes enfants, poser les bases, et ensuite le faire venir. Le repas a commencé dans une tension palpable. On a parlé du temps, de banalité. Julien tentait de détendre l'atmosphère. Martine répondait par des monosyllabes. Richard, muet. Une fois le repas terminé, il était temps d'en venir au sujet. Mes enfants, ai-je commencé en les regardant un par un. Vous savez pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui. Il faut qu'on parle, sérieusement. Richard s'est redressé, prêt à répliquer. J'ai levé la main. Je sais que vous êtes inquiet pour moi, que vous pensez que je suis manipulé, que je vais tout perdre. Je comprends. Vous voulez me protéger. Et je vous remercie. Sincèrement,
Mais je dois vous dire une chose essentielle. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai besoin de respect. » J'ai bu une gorgée d'eau et repris. « Richard, je sais pour la procédure. Tu crois bien faire. Mais réfléchis. Tu veux vraiment me retirer le droit de décider de ma propre vie? C'est ça que tu veux faire à ta mère? » Il a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. « J'ai déjà vu des médecins. » Ai-je poursuivi. « J'ai des certificats qui prouvent que je suis totalement lucide. Si tu poursuis cette procédure, tu n'obtiendras rien, sinon du conflit, et tu perdras ta mère. Car je ne te pardonnerai pas, Richard. Je ne te pardonnerai pas. » Un lourd silence a envahi la pièce. Richard fixait son assiette vide. Martine avait les larmes aux yeux. Julien semblait perdu. « Concernant Charles, » ai-je repris, « je sais que vous avez des doutes. C'est normal, vous ne le connaissez pas. Mais c'est l'homme que j'ai choisi pour partager ce qu'il me reste de vie. Je ne vous demande pas de l'aimer. Je vous demande de le respecter, comme vous me respectez. » J'ai respiré profondément. La partie la plus importante arrivait. « Maintenant, parlons d'argent. Je sais que vous vous posez des questions sur l'héritage, sur la maison, mes économies. Alors on va régler ça. Maintenant. » J'ai sorti une enveloppe de mon sac et l'ai posée sur la table. « Voici mon testament. Il est déjà enregistré chez la notaire. La maison sera partagée équitablement entre vous trois à ma mort. L'argent à la banque aussi. Charles ne recevra rien. C'est lui qui l'a voulu. » Ils ont tous regardé l'enveloppe, surpris. « Mais tant que je suis en vie, » ai-je continué, « cette maison m'appartient, et cet argent aussi. Je l'utiliserai comme je l'entends. Si je veux tout dépenser en médicaments pour Charles, je le ferai. Si je veux voyager au Japon avec lui, je le ferai. Si je veux tout vendre et partir vivre au bord de la mer, ce sera pareil. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir le droit de choisir. J'ai terminé et j'ai attendu. Richard a été le premier à parler. « Ce n'est pas seulement à cause de l'héritage, maman. On s'inquiète pour ta santé, pour ta réputation. » « Ma réputation ?» ai-je répété en secouant la tête. « J'ai enseigné dans cette ville pendant 35 ans. Tout le monde me connaît, me respecte. J'ai 72 ans. Si je ne peux pas vivre selon mes choix maintenant, alors quand ?» Martine a reniflé, essuyant une larme. « Maman, on veut juste être sûr que Charles ne profite pas de toi. On ne le connaît même pas. Alors il est temps de faire connaissance. » ai-je répondu en me levant. « Charles, mon chéri, tu peux venir. » La porte de la chambre s'est ouverte. Charles est apparu, amaigri par la maladie mais tiré à 4 épingles pour l'occasion. Barbe taillée, cheveux peignés, chemise neuve que nous avions choisie ensemble. Il a souri timidement à mes enfants et s'est approché de la table. « Bonjour à tous, » a-t-il dit, de sa voix calme et posée, celle qui m'avait conquise dès le premier jour. J'espère ne pas interrompre. Je lui ai tiré une chaise et il s'est assis à mes côtés. J'ai pris sa main sous la table, elle était glacée. Lui aussi était nerveux. « Charles, voici mes enfants, » ai-je dit. « Richard, Martine, Julien. Et mes enfants, voici Charles Delorme, mon compagnon. » Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Julien a été le premier à tendre la main. « On s'est déjà rencontrés à l'hôpital, » a-t-il dit en serrant la main de Charles. « Et comment va la santé ? » « Je vais mieux chaque jour, grâce à votre mère, » répondit Charles avec un sourire sincère. « Sans elle, je ne serais plus là. » Martine lança un regard à son mari,
comme pour lui demander de l'aide, puis tendit la main à son tour, sans dire un mot. Richard resta immobile, les bras croisés. Je sais que ma présence dans la vie de Geneviève a causé beaucoup d'inconfort, dit Charles, en les regardant chacun dans les yeux. Et je comprends vos inquiétudes. À votre place, je serais inquiet aussi. Un fils, une fille, doit veiller au bien-être de ses parents. Il fit une pause, inspira profondément. Mais je dois que vous sachiez une chose. J'aime votre mère, pas pour ce qu'elle possède, ni pour ce qu'elle peut m'offrir. Je l'aime pour la femme merveilleuse qu'elle est, pour son cœur généreux, son intelligence, sa force. Geneviève m'a ramenée à la vie, alors que je croyais ne plus avoir aucune raison de continuer. Richard décroisa les bras, visiblement mal à l'aise. Vous ne trouvez pas cette situation un peu étrange ? Demanda-t-il enfin. Vous vivez ici. C'est ma mère qui vous soigne, qui paie votre traitement. Je trouve ça très étrange, en effet, répondit Charles, à la surprise générale. Je trouve étrange que le destin nous ait réunis de cette manière. Étrange qu'après tant d'années de ténèbres, j'ai trouvé de la lumière à nouveau. Et je comprends que cela semble suspect. Mais les sentiments les plus sincères ne suivent pas toujours une logique rassurante. Je servis le café pour tout le monde. La conversation devint peu à peu plus fluide. Charles raconta un peu de son histoire, son passé de professeur à l'université de Clermont-Ferrand, la perte de sa femme et de son fils dans un accident, la dépression qui l'avait poussé à tout abandonner. Il parle de ses livres publiés, de ses anciens élèves, des années passées à errer dans les campagnes d'Auvergne, jusqu'à arriver à Brive. Richard l'interrogea sur sa retraite, sur ce qu'il avait laissé derrière lui. Charles expliqua qu'il touchait une petite pension de professeur, qu'il utilisait à peine, qu'il avait vendu son appartement à Clermont il y a des années et donné presque tout l'argent à des associations caritatives. Il n'avait gardé que le strict nécessaire. « Pourquoi ne dépensiez-vous pas votre retraite ?» demanda Martine, curieuse. « Parce que je n'en voyais pas l'intérêt, » répondit Charles, avec une franchise désarmante. « J'attendais simplement que le temps passe. Je mangeais à la paroisse en échange de petits services. Je dormais dans un réduit derrière l'église. Je n'avais besoin de rien de plus. »« Et maintenant ?» insista Richard. « Maintenant, vous avez besoin de soins coûteux. Et c'est ma mère qui paye tout. Maintenant, j'ai une raison de vivre, » dit Charles en me regardant avec tant d'amour que j'en eus le souffle coupé. « Et oui, votre mère m'aide pour les soins. J'ai essayé de refuser, mais elle est bien trop têtue. » Je lui souris en lui serrant la main. « Mais dès que je serai totalement rétabli, je reprendrai le travail. » Continua-t-il. « J'ai déjà reçu une proposition pour donner des cours de littérature dans le lycée public, et je termine enfin un livre que j'avais commencé il y a des années. Avec un peu de chance, je le publierai. » L'après-midi avançait, et la conversation se détendait. Charles avait ce don. Il charmait les gens dès qu'on lui en laissait l'occasion. Il raconta des anecdotes de ses années d'enseignement, parla de littérature avec une passion communicative. Peu à peu, je vis mes enfants se laisser attendrir. Même Richard, le plus fermé, esquissa quelques sourires. Lorsque la nuit commença à tomber, ils se préparèrent à partir. Julien prit Charles dans ses bras sans hésiter. Martine déposa un rapide baiser sur sa joue, encore un peu réservé. Richard tendit une main formelle. Mais au moins,
Il n'était plus hostile. « Maman, » dit Richard alors qu'il se tenait sur le pas de la porte, « à propos de ce dont nous avons parlé. Je vais y réfléchir. » Je compris ce qu'il voulait dire. Il envisageait de renoncer à la mise sous tutelle. C'était un début. Une fois seuls, Charles et moi nous sommes installés sur la terrasse, comme chaque soir. La lune était pleine, illuminant le jardin. Nous sommes restés longtemps en silence, savourant la paix après les tensions de la journée. Je crois que ça s'est mieux passé que ce qu'on espérait, dit-il en me serrant la main. Mieux que ce que je redoutais, c'est certain, répondis-je. Profitons de chaque jour, d'accord? Cette phrase est restée dans ma tête des jours durant. Du temps, nous n'en avions plus beaucoup. À notre âge, chaque jour est un cadeau, et je ne voulais plus en gaspiller un seul. La semaine suivante, je suis retournée chez la notaire. Mais cette fois, pour une autre raison. J'ai parlé longuement avec maître Pauline de la possibilité d'un mariage avec Charles. Elle m'a expliqué les démarches, les documents à fournir. Rien de compliqué, juste de l'administration. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner spécial. J'ai sorti la belle nappe, allumé des bougies, ouvert une bouteille de vin gardée pour une grande occasion. Charles a bien remarqué qu'il y avait quelque chose de différent, mais il n'a rien dit. Au moment du dessert, un flan que faisait ma mère autrefois, j'ai pris une grande inspiration. « Charles, j'ai une question à te poser. » Il releva les yeux, intrigué. « Tu veux m'épouser ?» La cuillère qu'il tenait tomba sur l'assiette dans un petit tintement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Geneviève, tu es sérieuse ? » « Je n'ai jamais été aussi sérieuse, » répondis-je, le cœur battant à tout rompre. « Mais pourquoi ? On vit déjà ensemble. Parce que je veux faire les choses comme il faut. Je veux que tu sois mon mari, aux yeux de la loi, devant Dieu, devant tout le monde. Je veux que plus personne ne puisse jamais remettre en cause ta place dans ma vie. » Il resta silencieux un instant, digérant mes mots. Puis je vis ses yeux se remplir de larmes. « Geneviève, » dit-il d'une voix tremblante, « tu me ferais l'honneur d'être ma femme ?» Nous avons ri ensemble de cet échange inversé. Il s'est levé, a contourné la table et m'a serré dans ses bras. Là, dans notre salle à manger, nous avons commencé à planifier un petit mariage, intime, avec juste les plus proches. Au fond de moi, je savais que je me battais contre le temps, contre les préjugés, contre tout. Mais j'étais déterminée. J'ai fixé la date 2 mois plus tard. Juste assez pour préparer les choses, pour que Charles se rétablisse encore un peu, pour que mes enfants acceptent l'idée. Quand je leur ai annoncé, les réactions ont été diverses. Julien semblait vraiment heureux pour moi. Il a dit qu'il serait là, qu'il me soutenait. Martine était choquée, mais elle ne s'est pas opposée. Richard ? Eh bien, Richard n'a pas répondu à mes appels pendant 2 semaines. Quand nous avons enfin parlé, il était froid, distant. Il m'a dit qu'il devait réfléchir à sa présence ou non au mariage. La nouvelle s'est vite répandue dans la ville. Madame Martin, la prof retraitée, va se marier avec l'ancien sans-abri de la place. Les mauvaises langues s'en sont données à cœur joie. Mais à ma surprise, beaucoup nous ont soutenus. Mes amis du club du 3e âge, les commerçants du centre, d'anciens élèves encore installés ici. Le père Jean, qui avait d'abord hésité, a finalement accepté de célébrer la cérémonie après un long entretien avec Charles et moi. Les jours filaient entre les préparatifs, les rendez-vous médicaux de Charles et les discussions avec la famille.
Michael, mon petit-fils chéri, a proposé d'être le témoin. J'ai accepté tout de suite, émue. Zulmira, ma plus vieille amie, serait la marraine. J'ai choisi une robe bleu ciel, élégante mais discrète. Charles s'est offert un costume neuf, le premier depuis des années. La veille du mariage, j'ai reçu une visite surprise. Richard, seul, sans prévenir. Il était sérieux comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Je suis venu apporter ceci », dit-il en me tendant une petite boîte. C'était à grand-mère. Je me suis dit que tu aimerais le porter demain. Dans la boîte, il y avait la broche en perles de ma mère. Un bijou simple, mais si précieux. Les larmes me sont venues immédiatement. Mon fils, celui-là même qui avait voulu me faire interdire, m'apportait maintenant un souvenir de famille pour mon mariage. « Merci, mon fils », murmurai-je en l'enlaçant. Il me rendit mon étreinte, un peu maladroitement. « Tu es vraiment sûr de toi ?» demanda-t-il encore inquiet. « Le mariage, c'est du sérieux. »« J'en suis certaine comme jamais, » répondis-je avec un sourire. « Charles est l'homme avec qui je veux passer le reste de mes jours. »« Alors je serai là demain, » dit-il enfin, « parce que malgré tout, je veux te voir heureuse. » Le grand jour arriva, un samedi d'automne, ensoleillé. Parfait. La petite église de Brive était pleine à craquer, bien plus que je ne l'aurais imaginé. On aurait dit que toute la ville s'était réunie pour voir la professeure Martin se marier à 72 ans. Quand j'ai remonté l'allée au bras de Michael, j'ai vu Charles m'attendre près de l'autel. Il souriait, les yeux brillants d'émotion. Au premier rang, mes 3 enfants. Richard, sérieux mais présent. Martine encore un peu hésitante, mais souriante. Julien détendu. Heureux pour moi. Et tous mes petits-enfants, même ceux de Martine, qui vinrent rarement me voir. Le père Jean a célébré une cérémonie simple, mais pleine d'émotion. Au moment des vœux, Charles a pris mes mains dans les siennes, m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix posée: « Geneviève, je te promets de t'aimer et de te respecter jusqu'à mon dernier souffle. Je promets d'être ton compagnon, ton ami, ton complice. Je promets de te faire rire chaque jour et de sécher tes larmes quand il le faudra. Je n'ai ni or à t'offrir, ni jeunesse à partager. Mais j'ai un cœur qui s'est remis à battre grâce à toi, et une âme qui a trouvé refuge en toi. » Les larmes coulaient sur mon visage. Quand ce fut mon tour, j'ai répondu: « Charles, je te promets de t'aimer et de te respecter jusqu'à la fin. Je promets d'être ta compagne, ton amie, ta confidente. Je promets d'affronter le monde avec toi, sans peur, sans honte, sans regret. Je me moque de ce que pensent les autres. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. Et ça, mon amour, c'est plus précieux que tout. » Nous avons échangé des alliances simples, en argent, gravées à l'intérieur avec nos initiales. Quand le prêtre nous a déclarés mari et femme, Charles m'a embrassée avec une tendresse telle que j'ai cru que mon cœur allait éclater de bonheur. La petite réception eut lieu dans la salle paroissiale. Rien d'extravagant, juste un déjeuner avec nos proches. Tout le monde est venu nous féliciter. Même ceux qui auparavant chuchotaient dans mon dos souriaient à présent, nous souhaitant le bonheur. Richard s'est approché alors qu'on servait le gâteau. Il a tendu la main à Charles, formellement. « Bienvenue dans la famille, Charles », a-t-il dit avec un sérieux presque comique. « J'espère que tu rendras ma mère heureuse. C'est tout ce que je veux dans la vie, » a répondu Charles en lui serrant la main. Tout était parfait.
mieux que dans mes rêves. Cela fait maintenant 3 ans. Charles et moi sommes toujours ensemble, plus amoureux que jamais. Il s'est entièrement remis de son infarctus, même s'il doit toujours prendre plusieurs médicaments. Il a repris l'enseignement, quelques heures par semaine, au lycée de la ville. Les élèves l'adorent. Son livre sur Jean Giono a enfin été publié par une petite maison d'édition de Clermont-Ferrand. Il ne s'est pas beaucoup vendu, mais cela lui a valu des invitations à donner des conférences dans les universités de la région. Charles m'emmène toujours avec lui. Il adore me présenter comme sa femme, moi aussi professeur. Mes enfants ont fini par s'habituer à l'idée d'avoir un beau-père. Richard est même allé jusqu'à inviter Charles à son anniversaire l'année dernière. Impensable auparavant. Martine l'appelle « Tonton Charles », ce qui nous fait sourire. Julien est le plus proche. Il vient souvent avec sa femme et ses enfants. Michael a fini ses études, était parti faire un master en littérature. Influence directe de Charles, bien sûr. Il dit toujours que nous sommes son inspiration. La ville a changé. Ou peut-être, c'est mon regard qui a changé. Je ne remarque plus les regards, les chuchotements. Et quand je les remarque, je m'en fiche. J'ai appris que la vie est bien trop courte pour la passer à se soucier de ce que pensent les autres. L'année dernière, nous avons fondé un petit club de lecture à la bibliothèque municipale. On se retrouve chaque jeudi pour discuter de romans, de poésie. C'est une joie de voir Charles faire ce qu'il aime, partager son savoir. Moi aussi, je me sens à nouveau utile, comme à mes années de classe. Il y a 2 semaines, nous avons reçu une invitation spéciale. Le père Jean nous a demandé de donner une conférence pour les jeunes de la paroisse sur le thème de l'amour après 70 ans. Nous avons beaucoup ri en lisant le titre, mais nous avons accepté. Ce sera vendredi prochain. Charles est déjà nerveux, préparant son discours. Moi, je suis sereine. Notre histoire parle pour nous. Je sais que nous n'avons plus des décennies devant nous. À notre âge, chaque anniversaire est une victoire. Chaque Noël passé ensemble est un cadeau. Mais j'ai compris que ce n'est pas la quantité de temps qui compte, c'est sa qualité. Et ces 3 dernières années aux côtés de Charles ont été les plus belles de ma vie. Parfois, quand nous sommes assis sur la terrasse au crépuscule, à regarder le soleil se coucher, je repense à tout. À comment une simple rencontre sur un banc a changé nos vies. À comment j'ai trouvé le courage, à 72 ans, d'affronter le monde par amour. Et si on me demandait si je referais tout, malgré les obstacles, malgré les jugements, ma réponse serait toujours la même. 1000 fois oui, parce que je suis tombée amoureuse d'un sans-abri. Et il m'a appris que le vrai amour ne connaît ni l'âge, ni les classes sociales, ni les préjugés. Le vrai amour ne connaît que le cœur. Et le mien, même vieux, même fatigué, n'a jamais battu aussi fort. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire de quelle partie du monde vous venez. Je serai très heureuse de savoir jusqu'où cette histoire est allée.